nous continuons comme d'habitude avec la partie information actualité de ce 12-13 consacrée, je vous le disais, à la rentrée scolaire 2019 et ses changements. La plus grande transformation depuis 25 ans pour les lycées et nous en parlerons tout à l'heure avec Laurent Tramoni, secrétaire académique du SNES. Autre changement, même si c'est à la marge, la maternelle obligatoire à partir de 3 ans pour les tout-petits. C'était donc forcément une première. Et pour tous, la rentrée est un petit événement. Christian Péchy leur donne la parole. Est-ce que tu t'es un peu inquiété cette nuit en te disant demain matin je vais aller à l'école, etc. Oui, un peu. Un peu parce que moi j'aime plutôt bien les vacances que comme ça on peut partir au camping, comme ça on n'a pas besoin de travailler. Est-ce que tu es content de rentrer à l'école? Oui, Pour quelle raison? pour retrouver mes amis. J'aime pas trop la rentrée. Qu'est-ce qui te plaît pas alors? C'est qu'après on en retrouve des nouveaux et moi j'aime pas ça. Quelles sont les matières que tu as envie d'apprendre? Maths. J'aime bien la pédagogie parce que je connais la maîtresse. Je suis contente de retrouver mes copains, mais mes profs, je suis un peu moins content, mais ouais. Pourquoi est-ce que tu es content aujourd'hui de rentrer à l'école? Parce qu'on change de classe, Et là, dans quelle classe tu vas? dans la même que celle de l'année dernière. Toi, tu as envie d'être le premier? Pour quelle raison tu vas être le premier? Mais maman a dit si je suis le premier, alors elle va m'acheter ce que je veux. Voilà, c'est une pédagogie comme une autre avec ce genre de promesses. À la caméra, il y avait bien sûr Malik Karouche. C'est au lycée qu'a lieu la plus grande transformation depuis près de 25 ans avec la réforme du bac. 40% de la note finale sera attribuée par des partiels et un peu de contrôle continu. Il n'y a plus de section littéraire, économique ou scientifique en première, mais plus de liberté avec 28 heures de tronc commun, 3 matières à choisir parmi 12 afin de les approfondir et de se préparer aux études supérieures. Guylaine Miébouquet et Gaël Cara étaient ce matin au lycée général et technique Marcel Pagnol dans le 10e arrondissement de Marseille. Pour ces élèves de première, l'année sera bien différente en raison de la réforme. Ils seront les premiers à passer le nouveau bac l'an prochain. Mais dès cette rentrée, les changements sont visibles. Les filières ont été remplacées par des spécialités. Il a fallu au lycée revoir entièrement l'emploi du temps. Il a fallu effectivement dégager des plages horaires entières, donc des demi-journées entières, uniquement pour les spécialités. Donc il reste 8 spécialités que l'on a, ce qui fait 60 combinaisons possibles, enfin entre 50, ça doit faire 56 combinaisons possibles. Donc c'est effectivement très compliqué. Il y a eu vraiment, la proviseure adjointe a fait un énorme travail sur le montage des emplois du temps. Les jeunes peuvent choisir les spécialités qu'ils aiment, des choix qui pèseront jusqu'à l'après-bac, ce qui inquiète certains enseignants. Concrètement, ils peuvent choisir la spécialité qu'ils veulent, mais s'ils ne savent pas vraiment les implications que ça a pour le futur, c'est un peu compliqué. En fait, c'est les enfants qui seront dans des familles qui maîtrisent le mieux le système scolaire français, qui auront les bonnes informations, les bons codes en fait, et qui pourront mieux faire leur choix. Parce qu'on a vu qu'il y a des élèves qui font des choix un peu farfelus. Et on se dit, dans 2 ans, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme études ? Les professeurs ont dû plancher sur les nouveaux programmes durant les vacances, ces derniers ayant été dévoilés qu'au printemps. Une mise en place de la réforme trop précipitée, selon les syndicats enseignants. Et c'est ce que nous allons voir justement. Nous allons approfondir la rentrée des lycéens, cette arrivée de la nouvelle organisation du bac avec l'invité du journal, le délégué académique du SNES, le syndicat des enseignants de second degré. Bonjour Laurent Tramoni. En juin, une partie des professeurs avait bloqué les corrections du bac. Est-ce que, à la rentrée, la réforme est mieux acceptée ? Écoutez, nous le verrons. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des élèves et des professeurs. Et je tiens tout d'abord à souhaiter une très bonne rentrée, une très bonne année scolaire pour tout le monde. Nous sommes d'abord des professionnels qui veillons à l'accueil de nos élèves. Ensuite, à l'usage, nous allons voir ce qu'il en est de cette réforme, qui est très jolie dans le discours et dans la communication du ministère, mais qui va poser beaucoup de problèmes d'organisation aux établissements. Lesquels ? Des problèmes d'emploi du temps qui sont beaucoup plus difficiles à faire. Et puis, des problèmes d'accompagnement des élèves, puisque jusqu'à présent, un élève était dans une série, c'est-à-dire quelque chose qui donne de la cohérence à son parcours. Il choisit lui-même ses enseignements de spécialité, ce qui veut dire par exemple qu'il n'y a plus de groupe classe. À chaque changement de discipline, l'élève va changer d'environnement, changer de camarades, il n'aura pas les mêmes élèves autour de lui.
beaucoup plus de profs vont intervenir. Donc l'organisation des emplois du temps et des enseignements est fortement complexifiée. Il y a des plâtres un peu à essuyer, ça va peut-être s'affiner, on va peut-être y voir plus clair au bout d'un moment. Espérons-le, nous avons beaucoup de propositions à faire parce que notre expérience nous montre que certaines choses ne peuvent pas marcher. Ce qui a conduit des professeurs à faire la grève du bac l'an dernier, c'est bien le fait que le ministre a refusé depuis 2 ans de négocier quoi que ce soit et d'amender sa réforme. Espérons qu'il le fera cette année. Alors on va repasser aux plus jeunes avec dans le premier degré des cas très peu fréquents. La classe unique, ce qui permet souvent de garder une école dans un village. Nous allons voir cela à l'Épine. C'est un village perché dans le sud-ouest des Alpes de Haute-Provence, dans le parc des Baronnies provençales. Il y a seulement 200 habitants, mais combien d'élèves? Quelle organisation? Lucie Robert y passe cette matinée de rentrée. Les enfants ont fait leur rentrée à 8h45 ce matin, 45, car ils disposent ici d'un quart d'heure de plus pour compenser les trajets parfois longs jusqu'à l'école. Certains prennent le car très tôt dans cette région rurale du sud des Hautes-Alpes. Alors ils sont 13 élèves du CE1 au CM2. Beaucoup étaient avec leurs parents ce matin, des parents très attachés à cette école de village. Je vous propose de les écouter, ainsi que les élèves. C'est pratique et je trouve ça super intéressant pour ces petits villages en fait, parce que sans ça, il n'y aurait plus de vie dans le village du tout. Donc du coup là, à Ribéré, c'est les maternelles, à l'Épine, donc tout ce qui est primaire et c'est super de partager ça dans un village qui est super proche. On a tous grandi ensemble, ils grandissent tous ensemble aussi. Je pense que les élèves sont plus unis et puis je pense que les élèves apprennent mieux par rapport aux classes différentes. J'avais envie de connaître la maîtresse, j'avais envie de retrouver mes copains. Puis après, moi, je m'ennuie à la maison et je m'ennuie pas à l'école. Il y a mes copains, connaître une nouvelle maîtresse, c'est bien. J'aime bien apprendre, moi, surtout l'histoire. Les élèves ont pu rencontrer leur nouvelle maîtresse ce matin, une enseignante pour qui c'est la première année en classe unique. Un système de tutorat entre élèves doit être mis en place cette année. Du point de vue pédagogique aussi, les classes uniques semblent être une chance. Laurent Tramoni, le primaire, ce n'est pas votre domaine d'action particulier, mais si on parle par exemple du dédoublement des classes dans certaines zones prioritaires, c'est une bonne idée? Ah oui, c'est une très bonne idée. Ce que nous aimerions, c'est que ça se généralise et que les moyens qui sont nécessaires pour dédoubler les classes dans le premier degré ne soit pas pris dans le second degré. Or, c'est ce qui se passe. Nous avons une augmentation démographique très forte en collège et moins de postes d'enseignants en collège. En fait, ce que fait Blanquer, c'est qu'il améliore les conditions de scolarisation des petits frères en maternelle et en CP, mais au prix d'une détérioration de l'enseignement qui est offert aux grandes sœurs dans les collèges. Et ça, c'est problématique. Néanmoins, si les enfants ont acquis de manière améliorée les enseignements du primaire, ils auront moins de soucis en secondaire. Très certainement. Ouais. Mais ces enfants arriveront dans le secondaire, en collège, en lycée, dans une dizaine d'années. Tous les jeunes qui sont là aujourd'hui, il faut aussi s'en occuper. Dans l'académie, quels sont les problèmes en collège? Manque de professeurs? Oui, des effectifs par classe qui augmentent parce qu'on manque de professeurs. Et puis, il faudra aussi que les collectivités territoriales, le conseil départemental et la région construisent de nouveaux établissements parce que nous sommes dans une académie qui gagne beaucoup en démographie, beaucoup de jeunes qu'il faudra scolariser dans les 5 ans qui viennent. Donc, ça nécessite de pouvoir les accueillir matériellement. Et peut-être plus de classes aussi pour les classes dédoublées, justement, oui, dans les écoles. Merci beaucoup, Laurent Tramoni, donc délégué académique du SNES. Est-ce que c'était mieux avant? En tout cas, pas du côté des chiffres et du nombre d'élèves par classe. En 1959, vous allez le voir, cela fait froid dans le dos. Un coup d'œil dans le rétro avec Jacques Bertolotti et notre service documentation. Rentrée 1959. Voici un petit bijou de reportage dans ces années héroïques pour la toute jeune télévision régionale. C'est d'ailleurs la première année où la rentrée scolaire ne s'effectue pas le 1er octobre, après 3 mois complets de vacances. De quoi laisser rêveur. Et à l'époque, en plein baby-boom, les chiffres parlent déjà d'eux-mêmes. La construction scolaire à Marseille, en pleine extension, a permis de loger ce matin 160 000 élèves dans les écoles primaires, soit 6 000 de plus que l'année dernière. Il y a moins de 40 élèves par classe. 35, 36 élèves par classe, voire plus en primaire, pas de quoi s'étonner alors. Et voici sans doute un 37e.
Pour ses petites jambes et son gros cœur, la vie va trop vite. Nous sommes dans les 30 Glorieuses. Chaque rentrée voit la livraison de groupes scolaires flambant neufs. Il faut bien suivre la démographie. Mais dès les années 70, les collectivités locales reçoivent moins d'aide de l'État et s'élèvent pour la première fois contre la nouvelle carte scolaire. Il faudrait, pour faire face à ces besoins, construire à Marseille 180 classes par an. Or, on nous a autorisé à construire depuis 6 ans que moins de 100 classes par an. Le ton est donné en 1992, image étonnante de 6 mamans se livrant à une grève de la faim pour protester contre la fermeture d'une classe. Les enfants répartis à la va comme je te pousse, entassés à 3 niveaux en CE2, CM1, CM2. Les petits à 40 dans la maternelle. On nous a donc suggéré de garder les plus jeunes chez nous. Nous voici donc 6 décennies plus tard à l'ère de la revendication. Chaque mois de septembre ouvre une période casse-tête pour les inspections d'académie avec son lot d'arbitraire face à des parents qui ne transigent plus sur la question des effectifs dans chaque classe. Et nous terminons cette page rentrée avec une matinée particulière à Signes dans le Var. Le maire est mort cet été, écrasé par un camion dont il empêchait le déchargement sauvage de gravats. L'école du village lui a rendu hommage ce matin. Éric Ambrosini, Franck Farrugia. Comme tous les enfants, l'inspecteur d'académie a fait sa rentrée ce matin, mais pas dans n'importe quelle école. L'école élémentaire Jean Moulin à Signes, pour rendre hommage au maire tragiquement disparu cet été. J'ai souhaité marquer par ma présence tout l'attachement que je portais à M. Michel, le maire de Signes, qui était extrêmement investi pour l'école, pour soutenir les projets, soutenir l'ensemble de la communauté et qui depuis 40 ans a permis à l'école de Signes de se développer. Pendant quelques minutes, l'inspecteur d'académie s'est adressé au personnel scolaire, mais aussi au maire actuel de la commune, un hommage que le nouvel élu a apprécié. Pour nous, c'est un symbole fort, dans la mesure où les valeurs de la République sont là. Jeannot y était très attaché. Tout ce que vous voyez ici, là, ce sont ses réalisations à lui. Donc il nous a transmis un flambeau qui est important. Sous le préau, les enfants ont entonné une chanson dédiée à Jean-Mathieu Michel. Une rentrée en musique et surtout un grand moment d'émotion partagé par les parents massés derrière les grilles. C'est un homme qui a toujours été accessible, facile de discuter avec lui. On le croisait dans le village, toujours un petit mot gentil pour les parents comme pour les enfants. Il était ouvert à toutes les personnes et pour le coup même les enfants qui ont pu le rencontrer, dès qu'il voyait des enfants, pour lui c'était des merveilles et tout ça, donc voilà. À Signes, la rentrée a été particulière pour mieux se tourner maintenant vers l'avenir. Et dans le reste de l'actualité ce 2 septembre, il y a du vent aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône. Cet après-midi, tous les massifs seront interdits en ce qui concerne les travaux et les promeneurs. Et puis des restrictions dans plusieurs massifs du Var ont également été prononcées. Dans l'actualité sportive, une nouvelle victoire pour l'OM en 4e journée de championnat de Ligue 1. Michel Aliaga, bonjour. C'était hier soir, c'était au Vélodrome. Est-ce que l'impression était meilleure ou pas ? Ça commence, c'était contre Saint-Etienne, mais ce fut très laborieux. Sylvie, les Stéphanois auraient mérité largement de faire match nul. On va voir ce qui s'est passé en image, d'ailleurs, avec une action stéphanoise en début de rencontre. Cette tête de Perrin passe juste au-dessus de la barre de Steve Mandanda. Mais heureusement, l'OM a un avant-centre, un vrai, il s'appelle Dario Benedetto. Il a marqué son 2e but en 2 matchs. Il est au départ et à l'arrivée de cette action limpide, un plat du pied qui bat Ruffier. Il est magnifique ce but, vraiment on peut le voir au ralenti à 2 gestes de grande classe. D'abord sa talonnade qui décale, qui déstabilise la défense stéphanoise et puis la finition à l'arrivée. Encore une fois, une éclair dans la grisaille, les Marseillais, peu de jeu. Peu de situations de but, encore une frappe de Stéphanois, mais l'essentiel est là. Les Marseillais sont désormais 5e à 2 points du leader. C'est pas mal pour un début de championnat. Et ce match était aussi évidemment attendu sur le plan de la tenue des supporters. Pas de banderole, à teneur homophobe nécessitant une interruption ? Alors c'est mon coup de cœur de la soirée avec Dario Benedetto. Ils ont été exemplaires, les supporters olympiens.
pas de banderole, il ne faut pas exagérer non plus, Sylvie. Il y a eu un ou deux jeux de mots graveleux, il y a eu quelques paroles déplacées, mais ils ont fêté les 120 ans du club avec envie, avec frénésie. Regardez ce spectacle, c'était magnifique dans les tribunes. Il y a eu quelques fumigènes en fin de rencontre qui feront que le club sera sanctionné, bien évidemment. Mais coup de chapeau, encore une fois, aux supporters, l'ambiance, le spectacle hier soir était dans les tribunes et non pas sur le terrain. Merci beaucoup, Michel. Ce week-end, au Sainte-Marie-de-la-Mer, une jeune femme de 34 ans a fini un Tour de France à cheval dans des conditions très particulières. Cette cavalière passionnée est amputée d'une jambe depuis une quinzaine d'années et pendant 5 mois, elle a rendu visite à d'autres personnes handicapées dans des centres de rééducation afin de leur redonner de l'espoir. Claire Lacroix et Xavier Schuffenecker l'attendent à l'arrivée. Pour Aurélie, cette arrivée au Sainte-Marie-de-la-Mer marque la fin d'un parcours chevaleresque. Sous le soleil de Camargue, un bouquet de saladelles accroché à la selle, la fleur des gardiens, la jeune femme achève son Tour de France à cheval sous les applaudissements d'un public conquis par son courage. C'est hyper touchant et je pense que c'est une belle leçon de vie. Il faut avoir un grand moral pour pouvoir faire ça. Et puis le soutien de tout le monde, c'est déjà bien. Et puis un champion. Amputée d'une jambe il y a 17 ans suite à un accident de scooter provoqué par un chauffard, Aurélie est partie 5 mois. Elle s'est rendue dans une trentaine de centres de rééducation, toujours à cheval, toujours avec son chien. Son père était à ses côtés. La jeune femme a été frappée par l'accueil qu'elle a reçu. C'est pas seule que je suis allée porter un message d'espoir, c'est grâce à toutes les personnes qui nous ont accueillis, toutes les personnes qui nous ont soignés, toutes les personnes qui nous ont offert du matériel pour les animaux, pour les chevaux. Il n'y aurait rien eu sans ça. Donc c'est vraiment, il existe encore et maintenant je le sais, beaucoup de solidarité. Et ça c'est waouh, c'est une belle surprise. Pour accomplir ce projet, il y a eu la générosité de tous et surtout l'ingéniosité de son père. C'est lui, maçon de formation, qui a conçu sa prothèse de cavalière. Il espère que leur histoire va redonner espoir aux personnes rencontrées. Elle a donné un petit tuyau à pas mal de gens, pas mal de jeunes qui pourront remonter à cheval parce que je lui ai confectionné une prothèse en partant d'une truelle. Voilà, donc je pense que ça a été une très belle aventure. Le choix des Sainte-Marie-de-la-Mer pour conclure le périple revient à Boubou, sa monture. Ce pur Camargue lui a été prêté par un éleveur du coin. Il va donc retrouver son propriétaire. Quant à Aurélie, elle serait déjà partante pour d'autres projets. Ce soir, en seconde partie de programme, France 3 vous propose un documentaire très original sur une ville hors des circuits touristiques. C'est Draguignan, capitale de l'Est-Var. Un film décalé à 22h45, puisque le Grand Soir 3, désormais, est en direct sur notre chaîne France Info. Et puis, autre transformation sur France 3 Provence-Alpes, nous vous donnons rendez-vous dès 18h53 avec le journal local Marseille, Toulon, puisque l'édition régionale, elle est bien à 19h. Et Olivier Gerbier recevra le recteur de l'académie pour parler de la rentrée. N'oubliez pas, 18h53 désormais pour vos locales. Je vous retrouve moi demain avec un nouvel horaire également, vous le savez, 11h53 et ce sera le 12-13. Bonne journée.